Et puis, tout de même, il y a une danse qui est très importante. Et à quel moment apparaît-elle? Peut-être allez-vous pouvoir nous renseigner là-dessus. Il s'agit du branle. Alors, ce branle qui deviendra aussi une danse royale. Il y a les branles de village, et puis on danse le Les branle branles à de la cour village, de France au XVIIe siècle. c'est Non, quand même plus tard. Non, c'est pas une danse royale. Je crois que c'est la alors là, il danse. y a une confusion, parce qu'on appelle aussi les branles de village. Alors, Mhm. ces branles de village ne sont pas des branles de village. Mais les branles de village, c'est plus tard. Hein. Oui, C'est au oui, c'est beaucoup XVIIe plus siècle tard. Oui, c'est essentiellement. ça, c'est ça. Ouais. Euh, je crois qu'au XVIe siècle, on peut dire, sauf exception et en gros, que les branles sont la danse de toute la société. C'est sans doute C'est la danse qui fait l'unanimité. la danse héritière de la carole. C'est une danse en chaîne, ouverte ou fermée, qui met tous les participants sur le même plan. Et d'Antoine Arbeau, par exemple, il y a peu d'indications d'ordre sociologique concernant les branles. Il y en a sur le branle du Haut-Barrois, propre à être dansé par valets et chambrières. Il le présente comme populaire. Mais les autres ne sont pas présentés comme tels. Il semble que toute la société ait dansé les branles. L'iconographie semble confirmer cela. Et par la suite, le branle, la danse en chaîne, va rester pratiquée dans l'aristocratie très très tard, jusqu'au XVIIIe siècle encore, mais à des places mineures. Elle va être détrônée par d'autres danses plus complexes. Et dans les campagnes françaises, elle va se maintenir quelquefois jusqu'à la guerre de 14 et même au-delà. Alors, je vous propose, moi, des branles gaies, interprétées par le Collégium Antoine de Baïf. Alors, c'était le Collégium Antoine de Baïf, qui est composé d'Yves Jacquet, Brigitte Dutel, Vincent Battier-Liancourt, Jacques Miaille, Guy Tell, Joël Dugaud, Marcelo Ardizon et Dominique-Henri Probst. Donc, ce qui est intéressant dans cet enregistrement, et Yvon Guilcher, c'est que grâce à ce dernier, on peut danser toutes les figures de ces branles. Hein. Oui, c'est le seul enregistrement, à ma connaissance, qui permette de danser. Vous mettez le disque et vous dansez. Sinon, avec Claude Flagel, ça marche très bien sur le plan musical, mais on s'arrête un pied en l'air à un moment donné.
C'est-à-dire qu'il n'a pas joué les morceaux assez longtemps pour qu'on puisse danser dessus. Il donne une très très bonne idée, une bonne information sur ce qu'est Toano Arbo, sur le tempo, etc. Mais c'est pas la même visée que le Collégium Antoine de Baïf qui a voulu réaliser un enregistrement pour les danseurs. Alors, est-ce qu'on ne dénature pas tout de même un petit peu ces danses quand on les raccourcit? Je pense que si. Je pense qu'elles sont essentiellement longues. Ce sont des danses en rond, quelquefois très simples. Vous faites 2 pas à gauche, 2 pas à droite. Pour ressentir un plaisir de la musique, est un plaisir communautaire qui va naître très très lentement, il faut danser la danse très longtemps. Alors, où est-ce qu'on peut apprendre, ça c'est une information, qui va remplacer cette musique en vie qui vous avait été annoncée ce matin. On devait en effet avoir un groupe polyphonique anglais extrêmement intéressant, c'est les Watersons. Et ce qui arrive parfois, c'est d'ailleurs arrivé une fois dans cette émission, on a des problèmes de voix. Et la chanteuse qui fait partie de ce groupe a une extinction de voix ce matin. Ce qui fait que nous n'aurons pas ce groupe anglais, mais nous aurons bien d'autres choses. Et puis nous aurons peut-être toute cette série de branles que nous allons vous proposer maintenant, car il y a dans cette danse apparemment simple une sorte de géographisation, c'est-à-dire qu'elle prend des noms très très différents. On parle de branle de Champagne, on parle de branle du Poitou, on parle de branle d'Écosse, de branle de Bourgogne. Alors il faudrait peut-être faire une distinction entre tous ces branles, Yvon Guilcher. Oui. Et puis peut-être aussi rappeler au passage que pour en savoir davantage, il faudrait que les musiciens suivent certains stages. Je crois que vous occupez de stages à Besançon là prochainement, sans vous faire de publicité, mais ça c'est la vraie musique en vie à mon avis. Vous l'aurez pour les voulu, musiciens. je vais le dire. Oui, il faut le dire. Oui, on travaille en liaison avec des musiciens de musique ancienne et des musiciens folk qu'on mélange joyeusement. Et à Pâques, à Vendôme par exemple. Et en début juillet, du 8 au 15 à Besançon, on aborde tout ce répertoire et le répertoire traditionnel aussi. On les confronte et on passe de l'un à l'autre sans... Et j'espère que vous aurez beaucoup de musiciens là, qui vont apprendre des choses avec vous. J'espère aussi. Dansant. Oui. Alors on parle de cette géographisation, c'est-à-dire ces branles qui portent des noms différents. Alors était-il différent sur le plan rythmique, différent sur le plan des figures par exemple? Oui, sauf exception. Enfin, des pas, en tout cas, pas des figures, mais des pas. C'est-à-dire que le témoignage sur des choses comme le branle d'Écosse, le branle du Poitou, se limite à Toano Arbo, ce qui est un petit peu léger. Et son témoignage apparaît en contradiction avec les publications d'Athénian et autres. Par exemple, le branle du Poitou pour Toano Arbo est un branle simple, et on trouve des branles du Poitou de structure double dans les publications de l'époque. Mais si l'on suit Toano Arbo, si l'on se limite à lui, alors effectivement, il y a une façon particulière de danser le branle d'Écosse, le branle de Poitou, le branle gay, le branle de Champagne, que Toano Arbo présente comme coupé, et les branles de Bourgogne. Là encore, Athénian, Falaise, Moderne, Susato contredisent Toano Arbo, dans la mesure où on voit sous l'appellation branle de Bourgogne des branles dont la structure serait celle d'un branle de Champagne pour Toano Arbo. Alors on va aller plus avant dans ces distinctions un peu subtiles, et je vous propose par l'ensemble qui est dirigé, il n'aimerait pas qu'on le dise, mais enfin c'est pourtant, je crois, c'est lui qui est un petit peu l'âme de ce groupe, l'ensemble donc dont s'occupe Claude Flagel. On va entendre un branle de Poitou et ensuite un branle d'Écosse.
bien, on avait un branle de Poitou suivi d'un branle d'Écosse. Alors, on a vu quand même qu'il y avait quand même quelque chose qui était tout à fait différent entre ces deux formes de danse, point de vue rythmique, entre autres. Et pourquoi, justement, appelait-on ces branle de Poitou? Alors, je crois qu'il y a une petite explication que donne Toineau Arbeau. Rapport, finalement, au pied des Poitevines. Il parle des Poitevines, il ne parle pas des Écossaises. Si Non, ouais. On ne sait pas si le branle d'Écosse s'appelle comme ça parce qu'il est d'importation ou Oui. si Ou parce c'est qu'il a été dansé une fois par la français. reine. Mais le branle du Poitou est dansé Marie par les Stuart. Poitevines, si on en croit Toineau Arbeau. Et il explique, enfin c'est un pas que je peux difficilement vous montrer à la radio, mais qui est assez simple. Et Toineau Arbeau explique que les Poitevines faisaient des sortes de diminutions à la fin, multiplier les frappements de pied avec leurs sabots pour faire sonner la danse. Donc, c'est dû à une condition locale. C'est toujours cette géographisation, finalement. Mais il y avait des sabots un petit peu partout en France à l'époque. Non? Ça, c'est possible, mais pas le branle correspondant. Bon, alors, expliquez un tout petit peu comment on danse le branle. Parce que là, il va y avoir toute une série. Et s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, ils pourraient peut-être s'essayer. On peut dire que le trait commun à tous les branles, en fait, à cette époque-là, ça a changé par la suite dans certains milieux, c'est d'être une danse en chaîne. Tout le monde se donne la main. Alors, donc, si vous êtes dans vos cuisines avec Oui, vos donnez-vous la enfants, main. Donnez-vous la main. vous abandonnez l'aspirateur. Ou alors, on peut mettre aussi l'aspirateur de alors, la chaîne. Alors, commençons par le branle double, si vous voulez bien. Pied élargi, gauche, pied droit, approché, pied élargi, Alors, gauche, pied droit, approché. Reprenez. Là. Ces Allez. deux pas font ensemble un double à gauche. Bon, alors, reprenez. Alors, comment En d'autres termes, vous faites 2 pas sur la gauche et 2 pas sur la droite. Et toute la danse répète cette formule inlassablement. Alors, 2 pas sur la droite, 2 pas sur la gauche, 2 pas sur la droite. en se tenant autant En que se tenant possible par les mains, oui. par la main. Oui. Et on tourne. Et on finalement. tourne. Il faut que ça tourne vers la gauche. Donc, vous devez faire votre double à gauche plus important, plus grand que le double à droite. Alors, on entend une suite de branles de champagne coupées. Pourquoi couper? Alors, ils ne se font pas comme ça, ceux-là, justement. Ah bon? Ça, c'est le branle double. Euh, Pourquoi couper? Parce qu'ils mêlent des doubles, des simples et éventuellement des grues. C'est-à-dire que si vous regardez la structure musicale d'un branle publié mettons par Athénian, vous vous apercevrez que si vous essayez de danser cette danse uniquement en double, par exemple, ça ne marchera pas. Si vous essayez uniquement en branle simple, ça ne marchera pas non plus. Vous êtes obligé de combiner les deux choses. C'est un branle coupé. Alors, le branle double, on a expliqué le branle simple. Le branle double, alors maintenant... C'est le branle double que j'ai expliqué. Le branle simple, c'est Ah bon? un double à gauche et un simple à droite. Un seul pas à droite. Vous voyez? Et les branles coupées mélangent ces deux unités et d'autres encore. Et vous voyez tout de suite à la structure musicale une publication si le branle est double, simple ou coupé. Ça, vous le voyez tout de suite. Parce que vous n'avez pas le choix quant à la façon de le danser. De le réaliser. Bon, on va entendre cette suite de branles de champagne coupées. Donc, j'espère que vous avez peut-être compris ces explications. On va peut-être revenir dessus. Toute une suite donc de branles, La Guerre, Cassandre, Pinaguet, Haridan et Charlotte. Justement par ce groupe qui est composé des musiciens suivants: Michel Bloch, Rémi Dubois, Claude Flagel, Anne-Marie Hess, Sophie-Jacques de Dixmude, Annick et Jacques Ledan, Jérôme Lejeune, Catou Pécher, Bernard van der Heyden, Marion Verbruggen et bien sûr vous-même, puisque vous allez les danser.
Eh bien, c'était toute une série de branles de champagne, de branles coupées, interprétées par un ensemble dirigé par Claude Flagel. Je ne redonnerai pas le nom de ces multiples musiciens. On les retrouvera probablement vendredi. Successivement, La Guerre, Cassandre, Pinaguet, Haridan et Charlotte. La Guimbarde, c'était Claude Flagel qui l'a joué. Et on va peut-être maintenant, après ces branles un peu compliquées, qui ont peut-être décontenancé ceux qui ont suivi vos explications, ils vont glitcher, passer peut-être à des branles peut-être moins compliquées, ces branles de Bourgogne. Moi, je voudrais vraiment que ce soit moins compliqué, parce qu'on a dit aux gens, vous allez pouvoir les danser. On a dit, alors, je résume les explications. Branle simple, 2 pas à gauche, 1 pas à droite. Branle double, 2 pas à gauche et 2 pas à droite. Mais alors, si le branle est coupé, Vous alors êtes en tout se train de me complique. casser ma baraque, là. Vous allez éloigner les gens du stage de Besançon. C'est pas gentil. Bon, et on entend d'abord, on entend ces branles de Bourgogne. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme indication à propos de ces branles de Bourgogne? Ah, c'est un branle double plus rapide, plus vigoureux. Et au lieu d'assembler les pieds au bout, vous faites un pied levé ou une grue. C'est-à-dire une grue, qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben, une je ne vais grue pas vous le dire ça. Hein. Venez au stage de Besançon. Ah bon, vous en saurez davantage. Très bien.
Eh bien, c'était toute une série de branles qui se terminait justement par le dit branle de Bourgogne. Et vous avez pu essayer de danser un branle double qui était interprété à la cornemuse, aux hanches et aux percussions, un branle simple, cornemuse, hanches et quatuor de flûte, un branle gai, vielle solo, la vielle de Claude Flagel, et le branle de Bourgogne, hanches, flûte et percussions. Toute une série donc de branles qui vont déboucher quand même sur une petite conclusion. Que devient quand même ce branle au XVIIe siècle, car on va entendre maintenant des branles de village, qui semble appartenir à autre chose quand même, non? C'est-à-dire que l'appellation branle de village est une appellation qui émane de la société dominante et non pas de la société paysanne. Mais ce qui est sûr, c'est que... C'est-à-dire, vous voulez dire la société dominante, c'est-à-dire la cour et la bourgeoisie, quoi, Oui, essentiellement. c'est cultivé, disons. Oui, c'est ça, ouais, la société culte. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que la paysannerie continue à danser. Les villages continuent à danser le branle. Ça fait pas de doute. Et on dansera le branle jusqu'à quelle époque, à peu près? Mais écoutez, moi, je collecte actuellement... je travaille sur la danse en Gascogne depuis 65 et je recueille des danses qui s'appellent branle, qui s'appellent saut, qui s'appellent rondeau. Donc, ça sont des souvenirs. Mais il y a eu un revival quelquefois pendant l'occupation. Mais le souvenir demeure. Les gens ont dansé ça dans leur jeunesse, en carnaval notamment. La Bretagne a dansé en rond, la Bretagne intérieure notamment, jusqu'aux années 30. Tout ça, c'est l'héritage des branles. Sous Louis XIV, où la danse va prendre une dimension tout à fait différente, on continuera à pratiquer ce que Dangeau appelle les petites danses aux chansons. Cassandre, qu'on a entendu tout à l'heure. Alors, Cassandre, on peut dire que ça a été un tube. Je suis Cassandre, qui est descendu des cieux, qui a été repris après. On a mis les paroles Vive Henri IV, vous savez. On a mis d'autres paroles, Mon petit cœur gauche, c'est à toi que je bois. Ça a été un tube, c'est devenu un timbre important. Et la danse a continué à se danser, je ne sais pas jusqu'à quand, mais certainement très longtemps. Je sais qu'on on l'a collecté en Lorraine, mais ça me paraît un petit peu suspect. Le branle de Bourges, le branle de Metz, les Olivettes, les Sept Sauts, enfin... Donc c'est une danse qui était répandue à peu près dans toutes les régions. Oui, Ballard en publie encore, enfin sous le nom de ronde, de chansons à danser, etc. Oui, parce que la danse passe, la danse subsiste, mais elle change de nom parfois. D'après ce que je comprends. C'est-à-dire que branle est une appellation, c'est un terme générique. Oui. Hein, ça peut recouvrir des choses différentes. En Bretagne, ce qu'on appelle aujourd'hui un laridé ou une gavotte, ce sont en fait les héritiers des branles de l'époque. Alors on entend maintenant un branle de village anonyme du XVIe siècle, interprété par le groupe qui porte un très très joli nom, le groupe Blanchefleur.
par l'ensemble Blanchefleur. Donc c'était des branles de village. Et ces branles de village appartiennent encore même au XVIe, mais c'est la fin du XVIe siècle, début du XVIIe. Je me demande s'il n'y a pas une erreur sur la pochette. Ouais, moi je crois que c'est XVIIe siècle, ça. Plutôt, XVIIe siècle. Et après avoir donc tout su sur le branle, on va tout connaître peut-être de la pavane et de la gaillarde. Ça, c'est le couple donc qui remplace la basse danse, on l'a dit tout à l'heure, la basse danse et le tourdion. La pavane, eh bien la pavane, c'est une danse populaire, c'est plutôt une danse de cour. Hein. Non, c'est la Renaissance, je crois. Marque la coupure. Oui, hein. c'est-à-dire qu'elle introduit. D'abord, on a vu une différenciation géographique, ce qui est assez nouveau quand même, les appellations régionales de différents branles. Puis une différenciation sociale aussi. Tout à l'heure, on parlait du branle de Haut-Barrois qui est dansé par les valets et les chambrières. La pavane est au contraire une danse de gentilhomme, de dame, et même d'ecclésiastique éventuellement. Oui, il y a un petit... il y a un voyageur qui nous raconte, c'est pas Dubellay qui raconte ça. Enfin, il avait été scandalisé, il avait vu danser la pavane par les jeunes cardinaux. Vous savez qu'on était cardinal à l'époque à 15 ans ou 16 ans, il suffisait d'être fils de pape. Et ces jeunes cardinaux dansaient la pavane au palais papal. Et ce qui prouve bien que les ecclésiastiques quand même la dansaient. Quant à la gaillarde, on sait aussi que la reine d'Angleterre l'a dansé, mais alors ça c'est un problème, parce qu'il y a la gaillarde qui semble une danse avec ce nom de gaillarde. Cette danse n'est pas unitaire finalement. Oui, d'ailleurs, la gaillarde française, la gaillarde anglaise n'ont rien à voir les unes avec les autres. Parce que danser Élisabeth, on appelait Élisabeth la Florentine à cause de sa façon de danser la gaillarde qui s'inspirait. Parce que c'était la gaillarde italienne. Oui. Et elle avait, paraît-il, une résistance exceptionnelle. Je crois qu'elle en dansait 11 au petit déjeuner. Non. Si, pour se mettre en... C'est son jogging, vous voyez, de l'époque. Eh bien, nous, on vous en propose une qui va suivre la pavane. Et c'est une gaillarde qui date de 1550, composée par divers auteurs musiciens très parfaits. Je vous parle du livre Tout est extrait, cette pavane, cette gaillarde, composée par divers auteurs musiciens très parfaits et excellents en leur siècle. On les vend à Lyon chez Jacques Moderne, dit Grand Jacques. Rassurez-vous pour la publicité. Il s'agit d'une publication faite à Lyon vers 1550. Et c'est l'ensemble Espérion 20 qui interprétera cette suite de pavane et de gaillarde. Il s'agit d'une publication faite à Lyon vers 1550. Et c'est l'ensemble Espérion 20 qui interprétera cette suite de pavane et de gaillarde.
Pavane et gaillarde, extrait du livre publié à Lyon par Jacques Moderne en 1550. Alors là, nous sommes quand même en plein XVIe siècle. Et cette gaillarde, on sait à peu près comment ça se dansait. Est-ce que dans vos stages, on la danse, Yvon Guichet? Mais absolument, absolument. Bon, alors comment ça se passe? D'abord une pavane et ensuite une gaillarde. La pavane. La pavane est une danse extrêmement solennelle, lente, une danse de Glissée processionnelle, un peu. Oui, marché, processionnelle, disons, marché, oui. C'est encore une danse qui consiste à se montrer, enfin une danse de cortège. Ouais, on a dit que ça venait du pan, enfin, Oui, ou se pavaner, ou ou de Padoue la padoine, aussi. ou de Padoue. Ça, j'en sais pas très bien, je crois. Enfin, c'est une danse qui, au point de vue pas, présente un schéma de base qui a été assez répandu à la Renaissance. Alors comment fait-on? Deux simples et un double. Deux C'est-à-dire, simples suivis on d'un avance, double. Oui, hein, par et exemple. on s'arrête. On avance et on continue d'avancer. C'est-à-dire que la fin de chaque simple et la fin de chaque double constituent un arrêt en soi. Bon, alors pour en savoir davantage, toujours Besançon. Et la gaillarde? Alors la gaillarde est une danse beaucoup plus athlétique et fatigante avec des pas et des groupements de pas. Enfin, c'est une danse de pas et c'est une danse qui je crois, contient en ferment l'évolution ultérieure de la danse. C'est une danse qui se prête à la complication, à la virtuosité technique. Et c'est pour ça qu'elle a trouvé des expressions variées un peu partout, hein, j'imagine Oui, aussi. et on va introduire des découpements de gaillarde dans la gavotte, par exemple. Donc elle est réintroduite, elle passe dans d'autres danses. Oui, oui. Elle fertilise finalement ce monde de la danse. Eh bien, je vous propose, puisqu'on a entendu une pavane et une gaillarde, et que j'aime beaucoup Purcell, et que j'aime beaucoup les pavanes de Purcell, mais vous verrez que ça n'a absolument rien à voir, mais c'est justement là que c'est intéressant. Vous passez Ravel après, j'espère. Non, j'avais prévu Ravel. Non, mais on serait sorti du sujet trop vite. Et on va passer donc une pavane anglaise, pavane en sol mineur, interprétée par l'Academy of Ancient Music, pavane de Henry Purcell.
C'était la pavane de Henry Purcell, pavane en sol mineur par l'Academy of Ancient Music. Donc on a vu que cette pavane avait peut-être peu de choses à voir avec la précédente. Ça a changé. La pavane est devenue simplement un prétexte musical, non? Parce que je comprends. Écoutez, moi je crois que c'est déjà le cas à la Renaissance pour beaucoup de choses, hein. Oui. Même pour les branles éventuellement, que la danse est perdue de vue par les gens qui harmonisent notamment. Et le problème, quand on passe de la Renaissance à là, on aborde le XVIIe, c'est qu'il y a un grand trou. Entre les deux, on ne sait pas grand-chose. En revanche, à l'époque, sous Louis XIV, on va à nouveau savoir beaucoup de choses et de façon très précise. Alors, on vous propose donc pour sortir de ce siècle du XVIe et pour entrer dans le XVIIe siècle, on propose un branle de la montarde, et suivi de gavotte au pluriel, toujours par l'ensemble. C'est la gavotte qui fait le lien. C'est ça, je crois, hein. Exactement. Toujours par l'ensemble dirigé par Claude Flagel.
Eh bien, c'était donc les branles, les derniers branles de cette matinée. Branle de la Montarde, suivi de gavottes, de plusieurs gavottes interprétées par l'ensemble Claude Flagel. Et on va retrouver cette gavotte, tout au long du XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, bien sûr. Et on va retrouver dans le Bourgeois gentilhomme, quelques extraits vont être passés dans quelques instants. Dans ce Bourgeois gentilhomme, en effet, la danse, quand même, a une grande part. Et alors, il y a cette danse de cour, quand même, qui va se différencier complètement de la danse populaire. Là, il y a une coupure. Oui. C'est-à-dire que ça serait très très long de parler de tout ça. Je crois que ce qui caractérise le passage entre la Renaissance et Louis XIV, c'est la complication, l'analyse, la codification poussée à l'extrême. Et ça va aboutir à un ensemble de règles, mais comme toujours au XVIIe, comme toujours sous Louis XIV, la règle n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le goût, c'est le bon ton. Et la règle n'est là que pour codifier le goût et pour éviter la faute de goût à d'autres. La réglementation est en général postérieure à la manifestation artistique. Et cette codification, ça va être par exemple les 5 positions définies par Beauchamp, si on en croit Rameau. Qui sont la base encore. Qui sont la base du classique, actuel. Oui, mais qui sont dictées par des exigences du bon goût. On va analyser, on va écrire la danse, avec l'invention de l'écriture, dite écriture feuillée. Louis XIV fonde l'Académie de la danse, je crois, en 1662. Et tout ceci est éclairé par la personnalité du roi, qui est lui-même un grand danseur, qui figure éventuellement dans des ballets. Et je crois que l'enseignement, par exemple, secondaire, nous donne une idée un petit peu fausse de la culture à Versailles, en insistant beaucoup sur le théâtre. Je pense que la danse, dont on ne parle pas, est quand même l'art numéro 1. C'est très, très important. D'ailleurs, il est tellement l'art numéro 1 que le bourgeois gentilhomme veut absolument avoir non seulement un maître de musique, mais un maître à danser. Et je vous lis là quelques extraits très rapidement dans l'acte premier, dans la scène 2. Voici ce que dit d'abord le maître de musique au bourgeois gentilhomme. Allons avancer, il faut vous figurer qu'ils sont habillés en berger. Il s'agit donc des musiciens et des danseurs qu'ils ont amenés sur la scène. En tout cas, dans l'appartement du bourgeois. Et M. Jourdain répond « Pourquoi toujours des bergers? On ne voit que cela partout. » Alors, le maître à danser a cette réponse très significative. Lorsqu'on a des personnes à faire parler en musique, il faut bien que pour la vraisemblance, on donne dans la bergerie. Nous retrouvons donc notre air champêtre du matin. Le chant a été de tout temps affecté aux bergers, et il n'est guère naturel en dialogue que des princes ou des bourgeois chantent leur passion. Et ce que je vous propose maintenant, ce sont justement ces danseurs déguisés en bergers qui vont exécuter tous les mouvements différents et toutes les sortes de pas que le maître à danser leur commande. Et cette danse, nous dit l'édition de Molière, et cette danse fait le premier intermède du bourgeois gentilhomme. Ce sera interprété par la petite bande.
Et la danse tient dans le bourgeois gentilhomme. Donc là, c'était toute une succession de mouvements que l'on montrait. C'est le maître à danser qui montre ce dont il est capable, ce qu'il est capable d'enseigner au bourgeois gentilhomme. Et dans la scène des tailleurs, qui est beaucoup plus loin, il y a 4 garçons qui entrent et qui vont arracher le haut de chausse du bourgeois gentilhomme. Et puis, 2 autres vont lui ôter sa camisole, puis ils vont lui mettre un habit neuf, et M. Jourdain se promène entre eux et leur montre son bel habit pour voir s'il est bien. Le tout à la cadence de toute la symphonie. Alors, c'est cette symphonie que je vous propose maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que la seconde danse qu'on entendra est une gavotte. Eh bien, c'était donc la gavotte des maîtres tailleurs, interprétée par la petite bande, pardon, placée sous la direction de Gustave Léonard. Voilà le genre de divertissement qu'on voyait donc à la cour en 1670, puisque c'est la date du bourgeois gentilhomme. Et le ballet prend une grande importance. Il y a différentes danses. Par exemple, il y a le passe-pied aussi que l'on rencontre. Oui, on assiste vraiment à une sorte d'histoire autonome du ballet, si vous voulez, à ce moment-là, encore que les ponts subsistent à l'époque. Entre danse populaire et danse savante. Entre danse de cour et danse de ballet. Des amateurs peuvent encore figurer dans des ballets. Pécourt écrit pour les deux. Enfin, il écrit les entrées de Persée, la chaconne de Phaéton, mais il fournit aussi le bal en répertoire. Et cette expérience... Oui, c'est-à-dire, d'un côté, à la cour, il y a le bal, proprement dit, et de l'autre côté, il y a le ballet de cour. Hein. C'est ça, oui. Et entre les deux, donc... ils vont diverger, enfin, chacun va suivre. La danse de ballet va se compliquer de plus en plus, devenir affaire vraiment de professionnels, et aboutir au 19e siècle au ballet classique tel qu'on le connaît. Alors, le bal paré, ce qu'on appelait le bal paré. À la cour de Louis XIV, ou à la cour en général, enfin dans l'aristocratie, il y a différents types de bals. Et le grand bal du roi, c'est le type de ce qu'on appelle le bal sérieux. C'est un bal qui se fait devant les hauts dignitaires assemblés. Toute la cour. Oui. Quand il s'agit du bal du roi, c'est le roi qui décide qui dansera avec qui. C'est une danse très hiérarchisée, c'est une danse qui célèbre une sorte de cérémonial pour le plaisir du roi. Enfin, c'est une danse
extrêmement... Enfin, je pense que c'est un peu le même art, si vous voulez, que celui du jardin à la française. Feuillet rejoint ici le nôtre et Mansart dans des exigences de symétrie, d'harmonie. Alors, on vous propose maintenant un passe-pied, mais un passe-pied qui va peut-être vous étonner. Roule Marie-Louise, roule l'amitié, roule Marie-Louise, roule l'amitié, roule Marie-Louise, roule l'amitié, roule Marie-Louise, roule l'amitié. Oh, roulam kariram, si de boute tiasa gama, roulam karira gare iseta, roulam kariram, si de boute tiasa gama, roulam karira gare iseta. Roule Marie-Louise, roule l'amitié, roule Marie-Louise, roule l'amitié, roule Marie-Louise, roule l'amitié, roule Marie-Louise, roule l'amitié. Oh, roulam kariram, si de boute tiasa gama, roulam karira gare iseta, roulam kariram, si de boute tiasa gama, roulam karira gare iseta. Vous avez narisé, oui vous respectez, d'avola que vous lose les larrières. Vous avez narisé, oui vous respectez, d'avola que vous lose les larrières. Oh, dis voilà que t'en trente, voilà que t'en y a man avec qui trois, d'avola que ouais. Dis voilà que t'en trente, voilà que t'en y a man avec qui trois, d'avola que ouais. Vous avez narisé, oui vous respectez, d'avola que vous lose les larrières. Vous avez narisé, oui vous respectez, d'avola que vous lose les larrières. Oh, dis voilà que t'en trente, voilà que t'en y a man avec qui trois, d'avola que ouais. Dis voilà que t'en trente, voilà que t'en y a man avec qui trois, d'avola que ouais. Bishi logodin, warabodi, waraskori, bishi logodin, warabodi, train, bishi logodin, warabodi, waraskori, bishi logodin, warabodi, train, waralay, warabodi, waraskori, waralay, warabodi, train, waralindan, warabodi, waraskori, waralindan, warabodi, moi. Mais c'était les sœurs Goadec qui interprétaient un passe-pied. Alors, est-ce que ce passe-pied aurait pu être entendu à la cour de Louis XIV ou à celle de Louis XV? Je pense pas. D'abord parce que les sœurs Goadec sont assez âgées, mais pas à ce point-là. Et puis ensuite parce que c'est vraisemblablement pas la même danse. Il y a quand même une notation curieuse, c'est Madame de Sévigné dans les années 70, je crois, qui raconte avoir vu... 1670, hein. avoir vu Monsieur de Locmaria et de Coatlogon danser avec deux paysannes, je crois, et faire des pas de bohémiens et de bas bretons. Enfin, ça semble montrer que parallèlement à l'expérience de la cour, il reste quand même d'une part une danse populaire et d'autre part là aussi des ponts entre les catégories populaires et peut-être une certaine aristocratie. Bon, ça voudrait dire peut-être que les citadins sont en contact avec la campagne. Je pense que la campagne pénètre dans la ville. Par exemple, on voit dans les tableaux, enfin les tableaux de Lenain ou de l'école de Lenain, il y a eu une exposition récemment au Grand Palais. On voyait, finalement, c'était des rues de Paris, mais on apercevait la campagne au bout. Si vous voulez, il y avait une pénétration des deux cultures beaucoup plus grande qu'à l'heure actuelle, je pense. Enfin, dans Mersenne, en 1636, vous trouvez déjà des passe-pieds de Bretagne, enfin, dont le rythme n'a rien à voir avec ça. La dénomination d'une danse est une indication très très vague. Enfin, on peut pas. Donc, il faut être assez prudent quand on interprète plus que prudent. Bon. Et alors, est-ce qu'il faut être prudent maintenant avec l'interprétation que vous allez nous donner du matin au point du jour? Alors ça, c'est autre chose. Le matin au point du jour, c'est ce qu'on appelle un timbre. Enfin, c'est sous la forme où on le connaît. Pour la première fois, je crois que c'est dans l'opéra de Le Sage et d'Orneval en 1732, je crois. Mais l'air a peut-être eu une existence antérieure. Ce qui est intéressant dans le cas de cet air, c'est qu'il s'est répandu dans les campagnes et qu'il a eu une descendance, un succès énorme, et qu'on l'a vu se transformer. Et se transformer en folklorisant, c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement déformé, il ne devient pas autre chose de quelconque, mais il devient quelque chose de précis, c'est-à-dire qu'il va devenir en Bretagne un air breton et même un air vannetais. Il va prendre des caractères musicalement, il va devenir modal, par exemple. Enfin, oui, il va épouser la musique autochtone. Il va être transformé par une certaine culture populaire. De la même manière qu'il y a des valses qui ont été complètement, paraît-il, ou des musiques européennes actuelles, qui sont complètement avalées, digérées par la culture de Bali à l'heure actuelle.
Oui, alors là, je crois qu'on rentre vraiment dans une problématique du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que vous avez parlé des villes qui restent ouvertes sur la campagne. On construit encore les villes à la campagne au XVIIIe siècle. Mais il est certain qu'à cette époque-là, il y a encore en ville même, en milieu citadin, de ce qu'on pourrait appeler des milieux traditionnels. Et d'autre part, on voit se développer, c'est l'essor de la bourgeoisie, Paris prend le pas sur Versailles, et il y a tout un peuple bourgeois, petit bourgeois, qui est issu directement de la paysannerie. Il y a tout un monde de serviteurs, de servantes, qui est en contact avec la campagne, et la circulation va se faire beaucoup plus vite certainement qu'auparavant. Voici le matin au point du jour par l'ensemble Mélusine. Eh bien, nous étions en 1651. Vous aviez repéré, je pense, l'erreur tout de suite. Et c'était John Wright qui a interprété une country dance de ce recueil anglais du milieu du XVIIe siècle. Et maintenant, c'est l'ensemble Mélusine, mais quelque chose malheur et bon, je crois. C'est l'ensemble Mélusine qui interprète le matin au point du jour. C'est le matin au point du jour, j'entends battre ce maudit tambour. C'est le matin au point du jour, j'entends battre ce maudit tambour qui nous appelle à faire l'exercice. Et toi, pauvre soldat, c'est ton plus grand supplice. Ce sont messieurs nos officiers qui s'en vont boire le vin clairé. Ce sont messieurs nos officiers qui s'en vont boire le vin clairé. Le vin clairé, le bon de vin, la bière. Et toi, pauvre soldat, va boire à la rivière. Nos caporaux et nos sergents, et nous ont fait nous mettre en rang. Nos caporaux et nos sergents, et nous ont fait nous mettre en rang. L'un dit recule et l'autre dit avance. Et toi, pauvre soldat, faut prendre patience. La patience que nous prendrons si jamais la guerre nous avons. La patience que nous prendrons si jamais la guerre nous avons. C'est le fusil qui vengera les coups de canne. Tout cela se paiera à la première campagne. La campagne, elle est arrivée. Mon capitaine, j'ai tué. La campagne, elle est arrivée. Mon capitaine, j'ai tué. Mon capitaine et mon sergent sans doute. Courage les amis, l'armée est en déroute. Ceux-là qui ont fait la chanson
ces trois tambours du régiment, ceux-là qu'ils ont fait la chanson, ces trois tambours du régiment. Par un beau soir, en battant la retraite, toujours en regrettant la tant jolie maîtresse. Par un beau soir, en battant la retraite, toujours en regrettant la tant jolie maîtresse. Le matin au point du jour par l'ensemble Mélusine. Vous êtes pour quelque chose dans cet ensemble, Yvon Guichert? J'y suis pour un tiers, oui. Je suis un des trois plus frénétiques supporters de Mélusine. Bon, alors là, on a entendu une country dance Par John, oui. Par John Wright. Et ce qui est important, justement, c'est l'apparition donc de cette contredanse au XVIIe siècle qui va apporter une sorte de révolution. Tout le monde va vouloir danser cette danse. Elle va petit à petit envahir tout le monde, aussi bien à la cour qu'à la ville, qu'à la campagne. Oui, enfin, on va attendre quand même la fin du règne, Louis XIV. C'est surtout dans des cours. La dauphine a toujours été une protectrice, un supporter de la contredanse. Par la suite, la cour de Sceaux, Madame de Lambert. Mais on s'embête à Versailles, il faut dire. Ouais. Et la contredanse... Madame de Maintenon, on dit à la fin du règne, oui, on meurt en symétrie. Et la contredanse vient d'Angleterre, d'une part, c'est une qualité, et d'autre part, c'est une danse à figure, d'échange, de rencontres. Enfin, elle est à l'esprit du XVIIIe siècle, elle va avoir un succès énorme, folklorisé, et se maintenir et se transformer dans la société française. Et c'est cette contredanse, d'ailleurs, qui sera reprise plus tard par Rameau, et on vous donnera tout à l'heure une contredanse de Rameau. Et oui, Rameau écrit aussi des contredanses. Et si on continuait donc avec John Playford, hein, et cette fois-ci, on avait entendu tout à l'heure Bobbing Joe. Bobbing Joe, oui. Et on va passer à Maiden Lane. Non, c'était un extrait du livre de John Playford. Alors, cette publication, c'est 1651. Et alors, il y a eu je ne sais combien de rééditions. Ça a dû avoir un succès énorme. Ça a été réédité, enrichi jusqu'en 1728 par la dynastie des Playford, quoi. Et est-ce que cette musique servait, par exemple, aux musiciens ambulants ou dans les bals, tout ça? Est-ce qu'on a une indication là-dessus? Il semble qu'en Angleterre, c'était une danse communément partagée par des gens de milieux sociaux très différents. On a le témoignage à cet égard de Laurin, le maître à danser du roi de France, qui découvre cette danse avec stupéfaction. D'abord parce que les gens dansent avec leurs valets, et ensuite parce que c'est une danse où chacun fait les pas qu'il veut. Ce n'est pas réglé, c'est une danse de liberté, d'explosion, de libération, et surtout de brassage social. Enfin, vous avez une ligne d'hommes en face d'une ligne de femmes, et chaque couple fait successivement danser tous les autres jusqu'à ce qu'il arrive en queue.
c'était une country dance de John Playford jouée par John Wright. Et un dernier renseignement, Yvon Guilcher, ou Guilcher plutôt, hein, avant qu'on entende la fin des fêtes d'Hébé, qui se termine par justement une contredanse écrite par Rameau. Je voudrais que vous nous donniez justement une explication sur ces danses extrêmement courtes que sont ces country dances. Comment ça? Pourquoi justement c'est si court que ça? Bien, écoutez, elles sont pour un nombre de couples défini, avec un nombre de figures défini. Je ne peux pas vous en dire plus, mais inscrivez-vous au stage de Besançon et je vous les ferai danser. Tiens. Alors, je rappelle que ce stage se déroulera du 7 au 15 juillet à Besançon, à la FNAMU. Et puis, vous pouvez écrire à la Maison de Radio France et vous en saurez davantage. Et pour terminer, donc, cette fin des fêtes d'Hébé, où tous les bergers ensemble dansent une contredanse, une danse donc tout à fait à la mode en ce milieu du XVIIIe siècle. Jean-Philippe Rameau. Eh bien, vous avez dit champestre a pu être réalisé grâce à nos amis Guy Testa, Alain Arnstam, Bernard Schwarzbaum, Didier Lagarde, Geneviève Douel, Rosemary Courcelles, et puis grâce aussi à la collaboration extrêmement compétente de Yvon Guilcher. Et cette contredanse des fêtes d'Hébé était jouée par le Monteverdi Orchestra, dirigé par John Elliott Gardiner. Nous étions en compagnie de Jacques Merlet pendant ce matin des musiques.